Mesdames et messieurs, bienvenue à tous à ce journal bilingue sur For You Télévision. La première partie est en langue anglaise avec Tekewana. Bon après-midi, mon cher. Good afternoon to you, Ngale Ebokeya, and good afternoon to you, our thousands of viewers glued to your TV set this day to get to understand what is actually making headlines in Cameroon, Africa, and the world. And of course, let's begin set the ball rolling from Mali, where we are told that 49 Ivorian soldiers who landed at the Modibo Keita International Airport on Sunday, July 10, were apprehended. And of course, contrary to rumors that circulated on the social media of a planned coup, we are told that it was not just a planned coup, but rather these men from Ivoria arrived at the airport without any mission order. For us to better comprehend the genesis of this story, follow this report. The West African country of Mali has in the recent years been a center of attraction to most geostrategists in the continent and beyond, simply because of her no-nonsense attitude towards her colonial master. Sunday, July 10 was just another day as the nation was put to the spotlight on the social media of an attempted coup by her military forces. Contrary to that, it is revealed the 49 soldiers are of Ivorian nationality who landed in Mali to join their colleagues of the contingent of the UN mission MINUSMA in combating terrorist attacks and provide humanitarian assistance when necessary. But it is rather unfortunate the said soldiers landed at the Modibo Keita International Airport without any mission order from the UN and were all brought in 2 minibuses and then transported into the airport for further interrogation. Funny it may sound for those who master diplomatic principles to best comprehend the excuse given by the Ivorian soldiers. Never it is said, locally or internationally, that one goes for a mission without a mission order duly signed by their hierarchy. Though the soldiers are said not to have had any weapon with them but of their luggages, it does not serve as an excuse for their being in Mali at a challenging time like this, which the country is facing in terms of security. However, the airport is currently placed under tight surveillance by several security forces. The allegations are likely to worsen tensions between Mali's military government and officials of MINUSMA, whose mandate was recently renewed for another 1 year. They also coincide with the launch of a campaign by a prominent anti-French activist group seeking expulsion of the UN forces. Public hostility towards MINUSMA and military attacks against peacekeepers have risen in recent weeks, with the military government expressing a volition not to entertain any enemy who dares to disturb the peace and tranquility Malians desire to enjoy till the return of civilian rule in the years ahead. And of course, let's leave Mali to go to Zambia, where the economic hardship plaguing the African continent and the world is leaving no stone unturned. Thus, the Zambian government has announced that it is time good enough for them to abandon some of their key projects that were earmarked for the year 2022. This will enable them repay some of their debt. As you tell us more, Jigs Nabise. Impacts of the Russian-Ukrainian conflict and the aftermath of COVID-19 are still being felt on the African continent. In that light, Zambia has plans to cancel more than $2 billion worth of projects financed by commercial loans to reduce the risk of accumulating more debt, announced the Ministry of Finance. In 2020, the East African country became the first nation to default in the COVID-19 era. At the end of last year, its external debt stood at $17.27 billion, of which China held $5.78 billion. The country of President Hakainde Hichilema, who had promised to revive the economy from its debt hole, is in negotiations with creditors and the International Monetary Fund to lift itself out of the economic furnace. According to a medium-term budget plan published late Saturday, Zambia was in process of cancelling projects worth an estimated $2.1 billion. The nation's economic growth in 2022 is foreseen to slow down to 3.1% from 3.6% recorded in 2021, mainly due to the expected reduced output from the agricultural sector. The economy of Africa's second largest copper producer is forecast to grow 4%, 4.1% and 4.4% in 2023, 2024 and 2025 respectively, the ministry's plan showed. All these measures are part of a broader debt restructuring process
as it expects bilateral creditors to provide adequate financing assurances for approval of an anticipated IMF program. Now, let's talk health, whereby our focus this day is about the ongoing COVID-19 pandemic, which of course is practically 2 years that the world has been plunged into this health pandemic. And of course, Africa has been able to brave every odds this far to contain the spread of the pandemic. As you tell us more, Leyuga for Nyonga. The first case of COVID-19 was detected in Africa on February 14, 2020. Since then, more than 11 million people have been infected on the continent and more than 242,000 have died. The World Health Organization Regional Director for Africa says the pandemic has taken a toll in terms of lives and the incalculable damage done to African communities, as well as economies. Despite all this, Africa has become smarter, faster, and better at responding to each new surge on COVID-19 cases. Africa has, however, made great progress over the past years in managing COVID-19 cases. World Health Organization reports the number of intensive care units, bed and oxygen production plants has increased. The UN Health Agency has also increased the number of laboratories able to detect COVID-19 from 2 to more than 900 today. Despite this and other improvements, vaccinations remains the best defense against the deadly disease. However, traditional medicine is a common heritage that African countries share. An example is the Madagascar tonic, known as COVID Organics Intruct, the interest of many member states, and the need for it to be recognized as medical therapy for COVID-19 has sparked debate worldwide. The light of this, the African Union Commission was requested by member states to organize an intercontinental dialogue on traditional medicine. A meeting was held that gave opportunity to researchers and academia from Ethiopia, Kenya, Madagascar, and Uganda to weigh in on the matter and share their perspectives and experiences. In the presentation, there were multiple requests for government to play a central role to create the much needed enabling environment which can allow the practice of traditional medicine to flourish. In a nutshell, Africa has the capacity to consolidate the knowledge that is readily available on the continent to provide traditional medicine therapies that are affordable and safe for public health, including to face important sanitary crises as COVID-19 pandemic continues. Now, after Senegal, Nigeria, it is a turn for Cameroonians to cry foul or lament on the scarcity of fuel. In the towns of Bertoua, Yaoundé, and you name the rest, there have been outrage cry on the scarcity of this commodity. FOTSO in the following report says that the government of Cameroon has promised strict measures to combat the spread of this scarcity. According to the Minister of Water and Energy, Gaston Elundu Esomba, the government has already taken measures to remedy the fuel shortage observed in some cities of the country for a few days. And so, on high instruction from the President of the Republic, significant financial resources have been mobilized to ensure the continuous payment of the price subsidies at the pump. This has made it possible to trigger since July 11, 2022, the unloading of 28,000 meter cubes of super, 22,000 meter cubes of diesel, and 12,500 meter cubes of Jet A1, which are currently being and gradually released for consumption. In addition, additional volumes of 88,000 meter cubes of diesel and 35,000 meter cubes of super are available in the waters and will be unloaded in the coming days. Note that the Minister of Water and Energy reassured people that despite the international situation characterized by the exponential rise in the price of petroleum products, the public authorities continue to take all necessary steps to ensure the continuous supply of gas in the national market to prevent more economic tension already witnessed in the country.
It is hoped this effort by the government will help Cameroonians continue their daily activities despite the current challenges the nation is facing at the moment. We stay in Cameroon, but this time around to talk about the transport sector, where it has been reviewed by the Ministry of Transport that over 900 deaths were recorded on our highways last year, 2021. And to better counter this problem, the ministry has instructed the use of seatbelt. Of what importance is the use of seatbelts while driving, irrespective of the distance? Follow this report. A majority of road accidents in the African continent, which has led to death, has been attributed to the non-respect of highway code, especially the use of seatbelts, which are major legal requirements in most parts of the world. Seatbelt pre-tension mechanisms, as well as in-car technology that offers a little prompt every time one attempts to drive off without wearing a seatbelt, are not being respected by users. In Cameroon alone, statistics shows that over 900 deaths were recorded on our highway in 2021. 10th of August 2021, the minister gave very clear directives, giving 6 months to interurban mass transportation companies to equip all their buses with operational seatbelts. That is why the minister has reiterated these special directives, and before the vehicle leaves the terminal, those in charge of loading and offloading those vehicles have to make sure that all the passengers aboard those vehicles fasten their seatbelts, and it stays that way throughout the journey until they arrive at the next terminal. Meanwhile, research has proven that those who wear their seatbelts in cars, vans, and other vehicles are less likely to be killed during an accident. One of the most illustrative importance of the use of the seatbelts is the fact that once a vehicle gets into a collision, all those on board that vehicle without the seatbelt are being projected at the same speed at which that vehicle was moving. Imagine you being projected in a vehicle at that speed and meeting all the obstacles in your path, other chairs, other passengers, right up to the front of the vehicle. There are zero chances of survival. While in the African continent, we are still sensitizing car owners on the importance of using seatbelts. In the Western world, penalties are meted on defaulters without wearing their seatbelt. It is thus of utmost importance for car users to always remember to put on their seatbelt before embarking on a journey, irrespective of the length and duration. And of course, that report there on the importance of using seatbelts while driving puts a wrap to the first part of this Midday News on For You Television. We are changing the cue now from English to French to join Anchor Lady Ebokeya Ngale. Bon après-midi for the plus. Merci Tekewana. Démarrons cette partie en langue française dans l'Afrique de l'Ouest. L'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport du Mali est loin d'être terminée. Une source avait annoncé quelques heures avant leur libération. Le gouvernement de la transition a rompu le silence par un communiqué officiel en date du 11 juillet. Fundedi est au cœur de cette actualité. Trêve de silence pour le gouvernement malien dans l'affaire d'absto militaire ivoirien interpellé à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako. Le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a apporté des précisions sur l'affaire. Ces militaires, dont une trentaine de forces spéciales, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation. 2. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulés. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeuses, électriciens, vigiles, peintres, et j'en passe. 3. 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire national, à savoir une mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Sahelian Aviation Services et la protection du contingent allemand. Pour en savoir davantage sur ces intrus des responsables des forces de défense et de sécurité maliennes,
ont contacté leurs homologues de la Côte d'Ivoire, mais également des responsables de la MINUSMA qui ont tous affirmé qu'ils ignoraient quelconque mission. Et donc, après une analyse des faits, des manquements et infractions ont été relevés. La non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale par les canaux officiels au sujet d'un déploiement de militaires ivoiriens. 2. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, dont l'atteinte à l'intégrité du territoire. Au regard de ce qui précède, le gouvernement de la transition considère donc les 49 militaires ivoiriens comme des mercenaires avec pour objectif de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Ces militaires ivoiriens seront donc jugés au Mali tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Restant au Mali, bien que les autorités, après enquête, aient qualifié les soldats arrêtés à l'aéroport de Modibo Keïta de mercenaires, notre question reste de savoir qui tire les ficelles. Élément de réponse avec Bachir Ladan. Plusieurs géostratèges ont mis en garde les autorités maliennes quant au renforcement des mesures sécuritaires, surtout en cette période de levée des sanctions infligées au pays d'Assimi Goïta par la CEDEAO en début d'année. Visiblement, le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. D'autant plus qu'une cinquantaine de soldats ivoiriens ont été arrêtés dans la nuit de dimanche à lundi à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako. Et selon des sources, ces militaires seraient soupçonnés de préparer un coup d'État contre les dirigeants de la transition malienne. Conduits à bord de 2 cars dans une caserne de la capitale, ces soldats ont été interrogés par les services de renseignement maliens. Dans la foulée, les accusés se sont fait passer comme faisant partie d'un contingent de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA. Une version balayée en brèche selon les autorités maliennes car ces soldats ivoiriens n'auraient présenté de papier attestant de leur mission intermalienne. Une logique qui fait émerger l'idée d'une tentative de coup d'État naturellement. La grande question étant bien évidemment celle de savoir à qui aurait profité ce crime ou pourquoi ces soldats ivoiriens. De mémoire d'homme, les positions tranchées du pouvoir d'Abidjan contre le locataire du palais de Koulouba dans les instances décisionnelles de la CEDEAO sont encore fraîches dans nos têtes. On se souvient aussi de l'enregistrement audio de près de 5 minutes, présenté le 11 février dernier comme une conversation téléphonique entre le chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, et le Malien Boubou Cissé, qui fut Premier ministre sous Ibrahim Boubacar Keïta. On y entendait les interlocuteurs échanger sur l'impact des sanctions de la CEDEAO sur l'économie malienne et sur les finances publiques. Les deux hommes discutaient en des termes peu flatteurs de la capacité des dirigeants de la transition à tenir ou encore de leurs attentes d'aide de la Russie jugées pour le moins naïves. Mais plus loin, on revoit encore Emmanuel Macron, le président français, intimant des ordres à son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo, alors président en exercice de la CEDEAO, de prendre des sanctions sévères contre le Mali. La communication officielle du gouvernement malien, loin d'être une simple injonction, sonne comme une réponse efficace vis-à-vis de ceux qui, par leurs initiatives maladroites, tentent sans réussir de renverser un pouvoir qui jouit pourtant d'une légitimité certaine. Les nouvelles économiques entre Bamako et Dakar affichent compte positif. Le port autonome de Dakar a donc décidé d'alléger le paiement des stocks maliens en souffrance dans ses installations. Une décision qui survient après la levée des sanctions par la CEDEAO sur le Mali. Fondedi a fait le reportage. Le directeur général du port autonome de Dakar, Aboubakar Sadiq Bey, s'est félicité de la levée des sanctions économiques et financières de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali le 3 juillet dernier après 6 mois de mise en œuvre. Le Mali étant le premier partenaire commercial de son pays, le patron du port autonome de Dakar évalue à 800 milliards de francs CFA les transactions entre les deux pays avec une balance fortement excédentaire en faveur du Sénégal. Faut-il le rappeler, les 6 mois de sanctions économiques et financières des organisations sous-régionales ont pénalisé l'économie malienne. Celle du Sénégal aussi a été touchée. En effet, d'après le directeur général du port autonome de Dakar, ces sanctions ont constitué un frein mettant en cause
tout un processus économique. D'où la satisfaction de M. Aboubakar Sadiq Bey de la levée de l'embargo sur le Mali. Pour le Sénégal, le Mali représente le premier client commercial. Il a d'ailleurs fait savoir, dans des déclarations en marge de la signature d'un accord entre le port de Dakar et celui de Tanger au Maroc. Pour donc relancer les activités commerciales entre les deux pays, une rencontre entre les acteurs maliens et sénégalais évoluant sur le corridor et au niveau du port autonome de Dakar est prévue prochainement. Il s'agira de mettre en place une stratégie commune de gestion de la tarification des stocks. Le DG d'annoncer la mise en place justement d'un dispositif pour alléger les paiements de ces stocks maliens en souffrance dans les installations du port autonome de Dakar. Parlons à présent de présidentielle au Nigeria. L'on connaît depuis le dimanche 10 juillet les deux candidats de l'APC aux élections de 2023. Bola Tinubu, vainqueur des primaires du All Progress Congress. Le parti au pouvoir a choisi comme colistier Kashim Shettima, deux candidats musulmans qui viennent rompre avec une vieille tradition politique au Nigeria. Kwechu pour le reportage. Les deux candidats de la présidentielle 2023 au Nigeria, pour le compte de l'APC, le parti au pouvoir, sont connus. Il s'agit de Bola Tinubu, vainqueur des primaires du parti du 6 juin dernier, et de son colistier, le sénateur Kashim Shettima, qu'il a choisi ce dimanche 11 juin pour briguer à ses côtés le poste de Muhammadu Buhari, le président sortant, lui-même membre de l'APC, le All Progressive Congress. Dans le respect de la représentativité géographique, comme d'usage au Nigeria, Bola Tinubu, 70 ans, originaire de Lagos dans le sud-ouest, a porté son choix sur Shettima, 55 ans, issu de l'État de Borno. Cependant, le choix de l'APC d'aller aux élections présidentielles avec deux candidats musulmans vient rompre avec une pratique politique nigériane vieille de plusieurs décennies, selon laquelle les candidats à la présidence des principaux partis choisissent des colistiers de religions différentes dans le but de favoriser l'unité nationale. Depuis la fin du régime militaire en 1999, le Nigeria suit une règle non écrite selon laquelle le pouvoir est partagé entre le nord, majoritairement musulman, et le sud, principalement chrétien. Une tradition respectée par la principale formation de l'opposition, le PDP, le People's Democratic Party, de l'ancien vice-président, aujourd'hui candidat, Atiku Abubakar, musulman originaire de l'Adamawa, dans le nord du Nigeria, qui a choisi comme colistier le gouverneur chrétien et sudiste Efeani Arthur Okowa, chef de l'exécutif de l'État du Delta. L'insurrection islamique, les enlèvements contre rançon dans le nord-ouest et l'insécurité galopante au Nigeria seront l'un des enjeux majeurs du scrutin présidentiel prévu pour le 23 février 2023. Trouver des alternatives face à la flambée des prix en Afrique. C'est une équation à double tranchant dont fait face de nombreux pays africains aujourd'hui. Si pour certains, cette flambée se fait ressentir au niveau des denrées alimentaires, pour d'autres, par contre, comme le Kenya, souffrent du coût élevé de gaz. Comme alternative, beaucoup se dirigent dans des forêts à la recherche du bois et du charbon. En tout cas, c'est ce que nous dit Mbala dans ce reportage. La flambée des prix dans le monde en général et en Afrique en particulier ne cesse de se ressentir. Quand pour certains pays d'Afrique, elle est majoritairement ressentie sur les denrées alimentaires, d'autres par contre, comme le Kenya, se plaignent de toute autre chose, notamment du prix d'achat du gaz, véritable casse-tête pour de nombreux ménages. Ils l'auront donc compris et comme alternative, la majorité kenyane se dirige de plus en plus dans les forêts à la recherche de charbon de bois comme alternative. Forme amorphe de carbone obtenu lorsque le bois est brûlé dans un minimum d'oxygène, le charbon de bois s'avère être une alternative la plus facile, mais aussi la plus dommageable pour la population kenyane. Et même si au Kenya, la vente commerciale du charbon de bois entraîne des amendes punitives, les populations locales, voisines des forêts du gouvernement, se livrent à l'abattage et brûlage illégaux de forêts protégées pour donc se procurer des revenus. Tandis que les consommateurs des foyers ruraux, des villes et des agglomérations recherchent des combustibles de substitution pour amortir le gaz de cuisson dont le prix est élevé. Précisons que le prix d'une bouteille de 12 kilos est passé de 1600 shillings kenyans en 2021
à 3 000 shillings kenyans cette année, soit plus du double. Cependant, nombreuses études ont montré que la production de charbon de bois est l'un des principaux facteurs de déforestation et de dégradation des forêts. Les métaux traditionnels de fabrication de charbon de bois entraînent de fortes émissions de carbone et consomment des ressources en bois. Comme la cible tombe principalement sur des arbres indigènes, la perte de biodiversité menace l'existence des animaux et des autres plantes qui en dépendent. Parlons de sport à présent dans ce journal. Après les rencontres de poules, place à la phase des éliminations directes. Pour ces quarts de finale, le Cameroun, qui a terminé deuxième du groupe B, sera opposé au Nigeria, deuxième du groupe C, tandis que la Tunisie, troisième du groupe B, affrontera le leader du groupe C, l'Afrique du Sud. En tête du groupe B, justement, la Zambie affrontera le Sénégal en quart de finale. Le pays hôte de la compétition, le Maroc, hérite du Botswana. Les détails, c'est avec Emma Mouto dans ce reportage. La phase de groupe de la CAN féminine 2022 s'est achevée dimanche 10 juillet 2022 avec le verdict de la poule C, la dernière de la compétition. Triple du titre, le Nigeria a validé sa qualification pour les quarts de finale sans trembler en battant le Burundi 4-0, ce qui a permis aux Super Falcons d'éliminer le Burundi qui était à sa première participation. Cependant, les Nigérianes occupent la deuxième place car la première revient à l'Afrique du Sud qui les a battus 2-1 lors du premier match et qui a réalisé un sans faute en dominant le Botswana. Malgré cette deuxième défaite, le Botswana verra bien l'écart en raison de sa place parmi les meilleurs troisièmes. Un sacré exploit pour la première participation des Maresses à cette compétition. Le programme des quarts de finale s'annonce toutefois corsé pour le Petit Pousset qui devra se frotter au pays hôte, le Maroc, auteur d'un sans faute. Le Nigeria, lui, devra se coltiner le Cameroun dans un énorme choc en forme de remake des finales des éditions 2014 et 2016, toutes deux remportées par les Super Falcons. Enfin, l'Afrique du Sud partira favorite contre la Tunisie, qualifiée elle aussi parmi les meilleurs troisièmes. L'affiche Sénégal-Zambie, connue depuis samedi 9 juillet 2022, complète le tableau des quarts de finale. C'est sur ce reportage en sport, mesdames et messieurs, que nous clôturons cette édition de l'information. Tekewana is the end. Thank you very much, Eboke Yangale. And so, ladies and gentlemen, we have come to the end of our journey this day. We hope that you did enjoy our being here. Stay tuned to other programs coming your way on For You Television. Until then, good afternoon and God bless Africa.